Dans le monde de l'investissement, quand une défense légale majeure qui protégeait un dirigeant d'institution contre les conséquences s'effondre soudainement sous le poids de l'examen judiciaire, les analystes expérimentés comprennent qu'ils assistent à la disparition de la dernière barrière entre les accusations et les répercussions. Les marchés réagissent à la fin de l'incertitude. Lorsqu'un document judiciaire établit de manière définitive que les arguments d'immunité ne protègent plus un défendant contre des poursuites, le calcul des risques change. Il ne s'agit plus de savoir si des charges sont possibles, mais quels résultats sont probables. C'est exactement la nature du développement extraordinaire qui vient d'apparaître. Un nouveau document de la Cour a fait voler en éclats les arguments d'immunité sur lesquels l'équipe juridique de Trump s'appuyait comme principale défense dans plusieurs procédures, avec une Cour d'appel fédérale rendant une décision complète qui démolit systématiquement chaque théorie d'immunité présidentielle invoquée par Trump et qui ouvre explicitement la voie des poursuites criminelles sans la protection des réclamations d'immunité. Du point de vue d'un investisseur, et c'est le cadre d'analyse que j'applique depuis près d'un siècle en observant comment les barrières légales à la responsabilité tiennent ou s'effondrent sous l'examen judiciaire, ce développement représente une détermination structurelle qui retire la dernière couche défensive et expose le défendant à la force complète de la poursuite pénale, sans les protections procédurales qui créaient auparavant une incertitude sur la possibilité de poursuivre les affaires. Avant de continuer, je veux souligner l'ampleur d'une Cour d'appel fédérale qui rejette systématiquement tous les arguments d'immunité, piliers de la défense juridique de Trump. Si vous appréciez une analyse rigoureuse qui examine ce que l'effondrement des défenses d'immunité signifie pour les calendriers des procureurs et pour la probabilité d'un procès et d'une condamnation, prenez un moment pour liker cette vidéo et vous abonner à l'Esprit du pouvoir. Votre soutien nous permet de fournir l'analyse institutionnelle la plus importante lorsque des barrières juridiques fondamentales tombent et lorsque la trajectoire de responsabilité change de manière décisive. Maintenant, je vais établir un contexte essentiel sur l'immunité légale, expliquer pourquoi l'équipe de Trump s'étant appuyée sur ces arguments et pourquoi la destruction de ces arguments par décision judiciaire constitue un point de bascule aussi crucial. Dans mes 94 années, j'ai été témoin de nombreux cas où des défendants face à de graves risques juridiques construisaient des défenses d'immunité élaborées pour s'isoler de poursuites ou de responsabilités civiles. J'ai observé pendant la présidence de Nixon lorsque les revendications de privilèges exécutifs absolus et d'immunité présidentielle étaient centrales pour résister aux convocations et enquêtes, revendications qui se sont effondrées lorsque la Cour suprême a statué dans l'affaire United States contre Nixon que le privilège exécutif doit céder aux exigences de la justice pénale. J'ai suivi au fil des décennies les divers responsables publics invoquant l'immunité qualifiée dans les affaires civiles et l'immunité absolue dans les affaires criminelles, les tribunaux développant une doctrine complexe sur le moment où les fonctions officielles offrent une protection contre la responsabilité juridique et quand elles ne le font pas. J'ai vu des dirigeants d'entreprises invoquer diverses immunités légales pour se protéger de la responsabilité, des immunités qui réussissaient parfois et échouaient parfois selon le contexte juridique spécifique et la solidité de la revendication d'immunité. Ce que ces expériences m'ont appris, c'est que les défenses d'immunité, lorsqu'elles réussissent, offrent la forme de protection juridique la plus puissante car elles empêchent le procès de se dérouler entièrement plutôt que de créer seulement des défenses sur le fond. Une revendication d'immunité réussie signifie que le défendant n'a jamais à comparaître en procès, n'a jamais à défendre son comportement en substance et ne fait jamais face au risque d'un verdict défavorable. C'est pour cette raison que les défendants investissent d'énormes ressources dans les arguments d'immunité et pourquoi l'effondrement de ces défenses représente un revers aussi dévastateur. Dans les batailles juridiques de Trump à travers plusieurs juridictions, les arguments d'immunité ont été absolument centraux dans la stratégie de défense. L'équipe juridique de Trump a avancé plusieurs théories d'immunité qui se chevauchent. L'immunité absolue pour les actions prises pendant la présidence, l'immunité qualifiée pour des actes officiels qui ne violentent pas une loi clairement établie, l'immunité contre les poursuites pénales pour l'exercice de l'autorité constitutionnelle présidentielle, l'immunité contre les poursuites d'État pour les responsables fédéraux et l'immunité dérivée basée sur le privilège exécutif et les principes de séparation des pouvoirs. Ces arguments d'immunité, s'ils étaient acceptés, auraient empêché ou limité sévèrement les poursuites indépendamment de l'existence de preuves de conduite criminelle. C'est pourquoi les avocats de Trump ont combattu si ardemment pour établir l'immunité et pourquoi les procureurs ont lutté avec autant d'intensité pour la contester. Selon les dernières nouvelles concernant le nouveau document judiciaire, un panel de la Cour d'appel fédérale a publié un avis complet qui examine et rejette chacune des théories d'immunité de Trump, affirmant ainsi que les anciens présidents ne bénéficient pas d'une immunité contre les poursuites pénales pour des actions commises pendant leur mandat lorsque ces actions violant la loi pénale.
Permettez-moi de vous expliquer ce que nous savons du raisonnement de la Cour selon les informations disponibles, tout en précisant que nous travaillons à partir de récits indirects jusqu'à ce que nous puissions examiner l'avis complet. L'avis de la Cour d'appel commence apparemment par l'examen du texte constitutionnel, de la compréhension historique du pouvoir présidentiel et des décisions antérieures de la Cour suprême concernant l'immunité présidentielle. La Cour note que la Constitution elle-même ne prévoit pas explicitement une immunité pour les présidents et que les rédacteurs, profondément préoccupés par les dangers d'un pouvoir exécutif incontrôlé, n'ont pas doté les présidents d'une protection contre la responsabilité légale. La Cour examine les dispositions sur l'impeachment dans la Constitution et conclut que ces dispositions prévoient à la fois la responsabilité politique par l'impeachment et la responsabilité légale par la poursuite pénale, l'impeachment n'étant pas le seul recours contre les fautes présidentielles. La Cour s'appuie apparemment largement sur la décision de la Cour suprême dans l'affaire United States contre Nixon pour soutenir que l'autorité présidentielle et le privilège, bien qu'existants, ne sont pas absolus et doivent céder lorsqu'ils entrent en conflit avec d'autres valeurs constitutionnelles, notamment le besoin de preuves dans les procédures pénales. La Cour étend le raisonnement de Nixon en affirmant que si le privilège exécutif doit céder à une enquête pénale, l'immunité contre les poursuites doit également céder, car permettre l'immunité empêcherait effectivement le système judiciaire de tenir les présidents responsables de leurs actes criminels. La Cour traite de l'argument de Trump selon lequel permettre des poursuites pénales contre d'anciens présidents pour des actes officiels découragerait les futurs présidents d'exercer vigoureusement leur pouvoir constitutionnel. La Cour rejette cet argument, affirmant que la menace de poursuite pour des crimes réels ne dissuade pas indûment l'action présidentielle légitime plus que la loi pénale ne dissuade toute personne de commettre des crimes. La Cour raisonne que les présidents, comme tous les citoyens, doivent être dissuadés de commettre des crimes et que la possibilité de poursuite joue un rôle important pour empêcher les abus de pouvoir à des fins criminelles. La Cour distingue apparemment la responsabilité civile, où l'immunité qualifiée protège souvent les fonctionnaires contre les procès pour actes officiels, et la responsabilité pénale, où l'immunité n'a jamais protégé qui que ce soit contre des poursuites pour crimes. La Cour souligne que l'immunité qualifiée dans les affaires civiles protège les fonctionnaires contre le poids et les coûts de la défense contre des procès pour des actions raisonnables, même si elles ont violé des droits. Mais la poursuite pénale a des objectifs différents, notamment punir et dissuader, et il n'existe aucune raison comparable de protéger les fonctionnaires contre les poursuites lorsqu'ils commettent des crimes. La Cour examine l'argument spécifique de Trump selon lequel ces actions relevaient de l'autorité constitutionnelle présidentielle et ne pouvaient donc pas constituer la base de poursuites pénales. La Cour rejette cet argument de manière décisive, affirmant que si les présidents disposent d'une large autorité constitutionnelle dans de nombreux domaines, cette autorité ne s'étend pas à la violation de la loi pénale. La Cour considère que le pouvoir constitutionnel du président de licencier des fonctionnaires de l'exécutif n'accorde pas d'immunité s'il s'agit d'un licenciement accompli avec une intention corrompue visant à entraver la justice. L'autorité constitutionnelle du président sur les informations classifiées ne protège pas contre des poursuites pour la conservation volontaire de documents classifiés en violation de la loi pénale. Le rôle constitutionnel du président dans les affaires étrangères ne donne pas d'immunité contre des poursuites pour avoir utilisé ce rôle afin de solliciter une ingérence étrangère dans les élections. Dans chaque cas, la Cour considère que l'autorité constitutionnelle définit ce que les présidents peuvent faire légalement, mais ne fournit pas d'immunité contre les poursuites pénales lorsque les présidents dépassent les limites légales ou exercent leur pouvoir avec une intention criminelle. La Cour rejette apparemment également l'argument de Trump selon lequel il a été destitué mais non condamné pour certains actes désormais poursuivis et que cet acquittement par le Sénat empêche des poursuites pénales ultérieures en vertu de la protection contre la double incrimination. La Cour affirme que l'impeachment est un processus politique, non une procédure pénale, et que l'acquittement par le Sénat ne déclenche pas la protection contre la double incrimination, ni n'empêche autrement des poursuites pénales. La Cour note que la Constitution prévoit que les fonctionnaires destitués peuvent ensuite faire face à des poursuites pénales et que de nombreux responsables ont été à la fois destitués et poursuivis pénalement pour les mêmes actes. La Cour examine enfin l'argument de Trump selon lequel permettre aux procureurs d'État d'intenter des poursuites pénales contre d'anciens présidents pour des actes fédéraux officiels saperait la suprématie fédérale et permettrait à des procureurs d'État hostiles de harceler les anciens présidents. La Cour reconnaît ces préoccupations, mais estime qu'elles ne justifient pas une immunité absolue. Elle souligne que la loi fédérale prévoit des mécanismes permettant de transférer les affaires d'État devant les tribunaux fédéraux lorsqu'elles concernent des intérêts fédéraux, que les défendants devant les tribunaux d'État peuvent invoquer des défenses fédérales, notamment que leur conduite était autorisée par la loi fédérale,
et que les risques de harcèlement peuvent être traités par d'autres principes comme le pouvoir discrétionnaire du procureur ou la supervision judiciaire, plutôt que d'exiger une immunité absolue. Ayant systématiquement rejeté chacune des théories d'immunité avancées par Trump, la Cour conclut apparemment de manière claire qu'un ancien président peut être poursuivi pénalement pour des actes commis pendant son mandat lorsque ces actes violent la loi pénale, que Trump ne bénéficie d'aucune immunité face aux poursuites qu'il affronte actuellement, et que les affaires le concernant peuvent aller jusqu'au procès sans aucun obstacle lié à l'immunité. L'avis de la Cour insiste sur le principe selon lequel personne n'est au-dessus des lois et que, bien que les présidents méritent le respect pour la fonction qu'ils ont occupée et doivent être protégés contre des poursuites frivoles ou harcelantes, ils ne peuvent être à l'abri de la responsabilité lorsqu'ils commettent des crimes graves. Maintenant, examinons pourquoi cette décision de la Cour d'appel qui anéantit les arguments d'immunité de Trump constitue un revers juridique si dévastateur et pourquoi elle modifie fondamentalement le cours des affaires pénales le concernant. Les arguments d'immunité formaient le socle de toute la stratégie défensive de Trump dans plusieurs affaires. Son équipe juridique a investi d'énormes ressources à rédiger des mémoires sur les questions d'immunité, à les présenter devant différents niveaux de tribunaux et à demander un examen d'urgence en appel lorsque les tribunaux de première instance rejetaient ces demandes. L'idée était que si les arguments d'immunité réussissaient, les affaires seraient totalement rejetées sans que Trump ait jamais à se défendre sur le fond, sans que les procureurs puissent présenter des preuves de conduite criminelle, et sans que les jurys aient à évaluer sa culpabilité ou son innocence. L'immunité offrait une échappatoire aux poursuites sans qu'il soit nécessaire de prouver que Trump n'avait pas commis de crime, seulement que les présidents ne peuvent être poursuivis pour des crimes commis pendant leur mandat. Avec le rejet complet par la Cour d'appel de toutes les théories d'immunité, cet échappatoire est désormais définitivement fermé. Trump doit maintenant défendre les affaires sur le fond, contester si oui ou non il a réellement commis les crimes reprochés et faire face à la perspective de procès où les procureurs présenteront des preuves, où les jurys décideront si ces preuves établissent sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. L'effondrement des arguments d'immunité accélère également le calendrier des procès, car il supprime la base pour tout retard supplémentaire par des appels liés à l'immunité. L'équipe de Trump peut encore faire appel de la décision d'immunité devant la Cour suprême, mais la probabilité d'un examen par cette instance est incertaine. Même si l'examen est accordé, la Cour pourrait simplement confirmer la décision de la Cour d'appel. Entre-temps, les tribunaux de première instance peuvent programmer les procès et mener les procédures préalables au procès, sans attendre la résolution finale des questions d'immunité. L'effondrement des arguments d'immunité modifie fondamentalement l'évaluation des risques pour Trump et son équipe juridique. Lorsque les arguments d'immunité étaient viables, il existait une véritable possibilité que les affaires soient rejetées pour des motifs procéduraux sans jamais aborder les questions de culpabilité ou d'innocence. Avec l'immunité exclue, la condamnation devient plus probable, car le cas sera jugé sur la force des preuves plutôt que sur des subtilités juridiques. Cette modification de l'évaluation des risques peut influencer les décisions stratégiques sur la possibilité de négocier des accords, sur la coopération avec les procureurs et sur l'agressivité de la défense au procès. L'avis complet de la Cour d'appel fournit également une feuille de route aux procureurs pour de futures affaires et crée un précédent difficile à surmonter pour Trump dans d'autres juridictions. Les tribunaux inférieurs traitant des demandes d'immunité de Trump dans d'autres affaires suivront probablement le raisonnement de cette décision. Les futures poursuites pourront invoquer cette décision pour écarter rapidement les arguments d'immunité sans litigation prolongée. Cette décision crée un élan en faveur des poursuites en établissant des principes juridiques favorisant la responsabilité plutôt que l'immunité. Examinons maintenant ce qui se passe sur le plan procédural suite à cette décision de la Cour d'appel et la rapidité avec laquelle les affaires peuvent désormais aller au procès maintenant que les obstacles d'immunité ont été supprimés. L'équipe juridique de Trump cherchera presque certainement un réexamen en banc, ce qui signifie qu'elle demandera à la Cour d'appel complète, et non au simple panel de 3 juges, de réexaminer la décision. Le réexamen en banc est discrétionnaire et n'est accordé que lorsque la décision du panel contredit un précédent du circuit ou soulève des questions d'importance exceptionnelle. Étant donné l'importance des questions d'immunité, la Cour complète pourrait accorder ce réexamen, bien que l'analyse approfondie du panel puisse convaincre la Cour qu'un examen supplémentaire est inutile. Si le réexamen en banc est refusé ou si la Cour complète confirme la décision du panel, Trump pourra alors saisir la Cour suprême pour demander un certiorari afin qu'elle examine les questions d'immunité. La décision de la Cour suprême d'accepter ou non cet examen est également discrétionnaire.
La Cour pourrait refuser l'examen si elle estime que la Cour d'appel a correctement appliqué les précédents de la Cour suprême existants, ou elle pourrait l'accepter étant donné la nature historique des questions sur l'immunité présidentielle. Cependant, même si la Cour suprême accepte l'examen, cela ne suspend pas automatiquement les procédures du tribunal de première instance, sauf si Trump demande et obtient une suspension en attendant l'examen par la Cour suprême. Entre-temps, les tribunaux de première instance peuvent continuer à traiter les affaires préliminaires, y compris la phase de découverte, les motions et la planification des procès, sauf suspension spécifique par des tribunaux supérieurs. Le scénario le plus probable est que les affaires avancent vers le procès dans les mois à venir pendant que les procédures d'appel se poursuivent, avec la possibilité que la Cour suprême intervienne, mais sans garantie de retard supplémentaire. Les procureurs vont probablement demander des dates de procès rapides maintenant que la principale base de retard, les arguments d'immunité, a été supprimée. Les tribunaux fixeront probablement les procès dans les 6 à 12 prochains mois, ce qui crée une pression pour que les deux parties soient prêtes à avancer. Du point de vue de Trump, cette pression temporelle est intense, car des procès pendant la campagne présidentielle génèrent des complications politiques énormes. Ces options légales pour empêcher ou retarder les procès ont été considérablement réduites par l'effondrement des arguments d'immunité. Examinons maintenant les implications politiques de ce développement juridique et son impact sur la campagne présidentielle de Trump ainsi que sur le paysage politique plus large. La décision de la Cour d'appel qui détruit les arguments d'immunité de Trump crée plusieurs défis politiques immédiats pour sa campagne. Premièrement, elle montre que même des tribunaux d'appel composés de juges conservateurs refusent d'accepter les larges revendications d'immunité de Trump, affaiblissant son récit selon lequel il réussirait s'il recevait simplement une considération équitable de juges neutres. Lorsque les tribunaux d'appel rejettent systématiquement tous les arguments d'immunité avancés par Trump, il devient plus difficile de maintenir que le système judiciaire est biaisé contre lui, plutôt que de reconnaître que ces théories juridiques manquent de fondement. Deuxièmement, cela ouvre la voie à des procès pendant la campagne présidentielle, créant le scénario inédit d'un candidat présidentiel défendant des accusations pénales tout en visant la plus haute fonction du pays. Les procès domineront la couverture médiatique, forceront Trump à passer du temps dans les tribunaux plutôt que sur la route de campagne, exposeront les électeurs aux preuves de la conduite criminelle alléguée et créeront un risque continu de condamnation qui pourrait fondamentalement modifier la course électorale. Troisièmement, cela oblige Trump à déplacer sa communication publique, passant des arguments juridiques sur l'immunité à des arguments factuels sur sa culpabilité ou non. Discuter de l'immunité est abstrait et technique, tandis que discuter de la commission de crime est concret et personnel. Ce changement place Trump dans la position de devoir convaincre les électeurs que les procureurs et éventuellement les jurys se trompent sur les faits, plutôt que de soutenir que des subtilités juridiques empêchent la poursuite. Quatrièmement, cela crée une pression sur l'équipe juridique de Trump et peut accélérer le renouvellement des avocats qui a caractérisé sa représentation légale. Les avocats qui pensaient que les arguments d'immunité réussiraient et avaient construit leur stratégie autour de cette idée peuvent considérer que ces stratégies ont échoué et décider de quitter la défense. Trump lui-même pourrait blâmer ses avocats pour l'échec sur l'immunité et exiger des changements. Le stress de passer au procès sans protection d'immunité engendre des tensions qui fracturent les relations entre avocats et clients. Pour les électeurs des primaires républicaines et pour les électeurs de l'élection générale, la destruction des arguments d'immunité fournit de nouvelles informations sur l'exposition légale de Trump. Les électeurs des primaires qui croyaient que l'immunité protégerait Trump et voyaient les procédures judiciaires comme un harcèlement temporaire peuvent réévaluer leur position en réalisant que les procès auront lieu et que des condamnations sont possibles. Certains peuvent conclure que le risque légal de Trump le rend inéligible et peuvent se tourner vers d'autres candidats. D'autres peuvent se rallier plus fortement à Trump, le voyant comme une victime de persécution judiciaire. Les électeurs de l'élection générale, qui étaient incertains sur les problèmes légaux de Trump, peuvent être influencés par le fait que les tribunaux ont rejeté ses défenses et qu'il fera face à des procès comme tout autre citoyen, sans protection d'immunité spéciale. Le centre électoral peut voir cela comme une preuve que la conduite de Trump était suffisamment sérieuse pour que même des tribunaux sympathiques ne le protègent pas de la responsabilité. Pour le Parti républicain, la décision crée une urgence quant à savoir s'il faut continuer à soutenir la nomination de Trump, sachant qu'il fera presque certainement face à des procès et à une possible condamnation avant l'élection générale. Les dirigeants du parti doivent décider s'ils restent engagés envers Trump alors que la trajectoire légale mène désormais à des procès sans protection d'immunité ou s'ils encouragent le parti à considérer des alternatives qui ne font pas face à un risque juridique comparable.
Cette décision crée également des défis pour les républicains dans les circonscriptions inférieures, qui doivent décider de l'alignement stratégique avec Trump en sachant que sa situation juridique s'est considérablement détériorée. Enfin, il est utile de replacer ce développement dans un contexte historique en examinant d'autres cas où les arguments d'immunité ont échoué et ce qui est arrivé aux défendants qui ont perdu leur protection d'immunité. Pendant le scandale du Watergate, les revendications du président Nixon concernant le privilège exécutif absolu ont été rejetées par la Cour suprême dans l'affaire États-Unis contre Nixon, ce qui a obligé à produire les enregistrements de la Maison-Blanche qui ont prouvé son implication dans la dissimulation. Bien que Nixon lui-même n'ait jamais été poursuivi parce qu'il a été gracié par le président Ford, de nombreux responsables de son administration qui avaient invoqué l'immunité ou le privilège ont été poursuivis et condamnés après que les tribunaux ont rejeté leur défense. Lors du scandale Iran-Contra, Oliver North et d'autres responsables ont avancé des arguments liés à l'immunité, affirmant que leurs actions étaient autorisées par leurs supérieurs et faisaient partie de leurs fonctions officielles. Les tribunaux ont rejeté ces arguments et plusieurs responsables ont été condamnés, bien que certaines condamnations aient été annulées plus tard pour d'autres raisons liées à des témoignages immunisés devant le Congrès. Dans les poursuites d'État contre des responsables fédéraux, les tribunaux ont constamment affirmé que les responsables fédéraux peuvent être poursuivis dans les tribunaux d'État pour les crimes, rejetant les revendications d'immunité fédérale contre les poursuites d'État. Plusieurs responsables fédéraux ont été poursuivis devant des tribunaux d'État pour corruption et autres crimes après l'échec de leurs arguments d'immunité. Dans les affaires de poursuites contre des entreprises, des dirigeants ont revendiqué différentes formes d'immunité, y compris le fait qu'ils suivaient les conseils juridiques ou agissaient dans le cadre de leur autorité corporative. Les tribunaux ont constamment rejeté ces arguments lorsque la conduite sous-jacente violait la loi pénale, ce qui a conduit à la condamnation de nombreux dirigeants malgré leurs revendications d'immunité. Ce que ces exemples montrent, c'est que les arguments d'immunité, bien qu'importants à soulever et parfois couronnés de succès, échouent souvent lorsque les tribunaux appliquent le principe que personne n'est au-dessus de la loi. Les défendants qui perdent la protection d'immunité font généralement face à un procès et sont souvent condamnés lorsque les procureurs disposent de preuves solides, car perdre l'immunité signifie que l'affaire passe au fond, où les preuves de conduite criminelle peuvent être présentées au jury. La situation de Trump est similaire à ces exemples historiques car il s'agit d'un défendant puissant qui a revendiqué l'immunité en raison de sa fonction officielle. Ces revendications ont été rejetées de manière exhaustive par les tribunaux et il doit maintenant se défendre sur le fond face à des procureurs disposant de preuves substantielles. Le schéma historique suggère que perdre la protection d'immunité augmente considérablement la probabilité de condamnation, car les défendants qui comptaient sur l'immunité le faisaient généralement parce que leur défense factuelle était faible. Il est maintenant important de comprendre ce que les citoyens ordinaires doivent tirer de ce développement et ce que cela révèle sur l'état de droit et la responsabilité. La décision de la Cour d'appel rejetant systématiquement les revendications d'immunité présidentielle représente une déclaration institutionnelle importante selon laquelle le principe d'application égale de la loi inclut même les anciens présidents. L'analyse complète de la Cour établit que, bien que les présidents occupent des positions constitutionnelles uniques et méritent le respect pour leurs fonctions, cette position ne les place pas au-dessus de la loi pénale et ne les protège pas contre les poursuites lorsqu'ils commettent des crimes présumés. Cela est fondamental pour le fonctionnement démocratique, car une immunité sans limite créerait des incitations à enfreindre la loi et établirait une classe de responsables effectivement au-dessus de la loi. La décision représente également un test de la capacité d'indépendance judiciaire où les tribunaux doivent appliquer la loi même si cela a des conséquences politiques profondes. Les juges d'appel qui ont rendu cette décision savaient qu'elle serait extrêmement controversée, attaquée par Trump et ses partisans, et qu'elle affecterait une campagne présidentielle. Leur volonté de rejeter systématiquement les arguments d'immunité malgré ces pressions montre un engagement judiciaire envers le principe légal plutôt que la convenance politique. En même temps, cette décision soulève des questions qui diviseront les Américains selon leurs opinions préalables sur Trump et sur la légitimité de le poursuivre. Ceux qui soutiennent Trump verront la décision comme une preuve supplémentaire de partialité judiciaire, estimant que les tribunaux refusent de reconnaître des arguments d'immunité légitimes pour faciliter sa poursuite pour des raisons politiques. Ceux qui s'opposent à Trump considéreront la décision comme une validation que Trump n'est pas au-dessus de la loi et que ses revendications d'immunité étaient toujours juridiquement frivoles. La même décision sera interprétée de manière totalement opposée selon les opinions politiques. Que doivent faire les citoyens ordinaires avec cette information? D'abord, comprendre que la décision de la Cour d'appel est une détermination légale concernant la doctrine d'immunité, appliquant un précédent établi à la situation de Trump.
Il faut essayer d'évaluer le raisonnement juridique pour ce qu'il est, plutôt que de se baser uniquement sur ses préférences politiques quant aux résultats. Si vous soutenez Trump, tentez d'évaluer honnêtement si l'analyse de la Cour sur l'inapplicabilité de l'immunité est juridiquement solide, même si vous auriez souhaité un autre résultat. Si vous vous opposez à Trump, essayez d'évaluer honnêtement si la décision applique les principes juridiques de manière neutre plutôt que d'atteindre un résultat politiquement souhaité. Ensuite, comprendre que l'effondrement des arguments d'immunité ne signifie pas que Trump est coupable de crimes, seulement qu'il peut être poursuivi et doit se défendre sur le fond. Il conserve la présomption d'innocence, le droit à un procès équitable et celui de tenir les procureurs à leur charge de preuve au-delà de tout doute raisonnable. La décision sur l'immunité affecte la possibilité que des procès aient lieu, pas les résultats de ces procès. Enfin, se préparer à la réalité que les procès vont désormais se dérouler et que nous verrons des preuves et des témoignages sur la conduite criminelle alléguée de Trump présentés publiquement dans les tribunaux. Ces procès feront l'objet d'une couverture médiatique intense.